Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo formée à Decrypt. Aujourd'hui, nous allons regarder un article publié en août 2021 dans la revue scientifique Journal of Personalized Medicine ou le journal de la médecine personnalisée, qui reprend les résultats de 17 études testant l'efficacité d'un traitement pour les troubles autistiques par la vitamine B12. Nous allons d'abord commencer par une rapide présentation de l'autisme à l'aide des informations publiées sur la page de l'Institut Pasteur qui a été mise à jour en juin 2022. L'autisme fait partie des troubles du neurodéveloppement ou TND, c'est-à-dire qu'on va voir l'ensemble des événements qui vont empêcher la formation et la bonne connexion des neurones lors de la mise en place du système nerveux central, c'est-à-dire du cerveau. Les études épidémiologiques montrent que environ 1% de la population mondiale pourrait recevoir le diagnostic d'autisme. C'est une pathologie qui se manifeste dès la petite enfance, c'est-à-dire que les premiers symptômes vont apparaître avant l'âge de 36 mois. L'autisme a des conséquences très variables en fonction de la sphère développementale qui est affectée et aussi au niveau du degré d'affection de cette région. Les conséquences ont le plus souvent des répercussions au niveau de l'autonomie et des interactions sociales de la personne autiste. Il est très important de pouvoir diagnostiquer cette pathologie le plus tôt possible pour avoir la meilleure prise en charge. Voyons maintenant un petit peu les causes de l'autisme. Alors, en réalité, les causes ne sont pas encore parfaitement comprises par la communauté scientifique. Pour la majorité des personnes autistes, il n'existe pas une seule cause identifiée par un examen médical. On va avoir plutôt des facteurs de risque qui augmentent la probabilité de développer l'autisme ou non. Parmi ces facteurs de risque, d'abord, on a les facteurs de risque environnementaux qui ont été mis en évidence, en particulier pendant la grossesse. On retrouve, par exemple, pendant la mise en place du cerveau lors de la grossesse, l'arrivée d'une infection virale, des perturbations importantes du microbiote, mais aussi la prise de médicaments, en particulier la dépakine. Donc, ce sont des facteurs qui vont augmenter le risque et en particulier, on s'est rendu compte que ça induisait de la neuroinflammation dans le cerveau en cours de développement. Cette inflammation va induire la dégradation de cellules très importantes pour la formation du cerveau qu'on appelle les astrocytes. Les astrocytes, en fait, ce sont les cellules qui permettent d'un côté la nutrition des neurones, mais aussi qui permettent l'architecture du cerveau. Elles vont déterminer quel neurone se connecte avec quel autre neurone pour optimiser le fonctionnement. Ce sont en quelque sorte les chefs d'orchestre du cerveau. S'il y a de la neuroinflammation pendant la construction du cerveau, les astrocytes risquent d'être affectés, ils ne fonctionnent moins bien ou ils sont tout simplement tués par l'inflammation et donc on va avoir des troubles dans la mise en place correcte du cerveau. Ça aura un impact évidemment donc sur le développement de troubles autistiques. On a parlé des facteurs environnementaux, mais il apparaît que la composante génétique est beaucoup plus importante que la composante environnementale. En fait, on s'est rendu compte que parfois une seule mutation pouvait causer de l'autisme dans une famille qui n'a pas du tout de sensibilité, il n'y a pas de facteurs environnementaux, personne n'a jamais eu d'autisme et donc on parle d'apparition d'une pathologie de novo sans contexte génétique favorable. Donc, c'est comme ça qu'on s'est rendu compte que la génétique était quand même extrêmement importante, mais dans la majorité des cas, on a plutôt une combinaison de plein de variations génétiques. On a tous des gènes différents, c'est pour ça que certains sont blonds, d'autres sont bruns, que la forme du visage est spécifique pour chaque individu. Et en fait, tout simplement, chaque gène qu'on va avoir va déterminer, augmenter ou diminuer la probabilité d'avoir de l'autisme. Et donc, on a une combinaison de plusieurs gènes qui, si on a une variante particulière, va systématiquement augmenter la probabilité et donc favoriser le développement de cette pathologie. Il existe déjà plus de 200 gènes qui sont associés à l'autisme. Et ce qui est intéressant, c'est que déjà tous les jours, on en découvre des nouveaux. Donc, c'est beaucoup plus important en réalité que juste 200 gènes. Mais aussi, c'est qu'on s'est rendu compte que ces 200 gènes déjà officiellement identifiés ne sont pas uniquement des facteurs de risque pour l'autisme, mais aussi pour d'autres pathologies du système nerveux. Par exemple, les troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité, ou alors même la déficience intellectuelle. Donc, il y a vraiment un grand champ d'études qui s'ouvre sur ces gènes-là et on en saura plus probablement dans le futur.
Je profite de cette vidéo pour faire un point de mal-être important. Il est scientifiquement prouvé que ni les vaccins, ni la maladie cœliaque, ni les caractéristiques psychologiques des parents ne sont des facteurs de risque pour l'autisme. Il est prouvé depuis de nombreuses années et très connu de la communauté scientifique qu'aucun de ces facteurs ne peut avoir un impact sur le développement ou non de l'autisme. Voyons maintenant un petit peu les symptômes de cette pathologie. Il faut comprendre que l'expression des symptômes de l'autisme ils sont très variables d'un individu à l'autre. Et on parle d'ailleurs de spectre de l'autisme pour vraiment prendre en compte l'hétérogénéité des différents troubles qui peuvent exister. Alors, sur le site de l'Institut Pasteur, on nous montre un schéma qui va nous permettre de comprendre à quel point c'est hétérogène d'un patient à l'autre. Par exemple, ici, on étudie 3 individus autistes différents, X, Y et Z. On voit par exemple qu'un seul des 3 souffre de déficience intellectuelle ou encore un seul des 3 souffre de troubles de l'alimentation. Donc, on n'a pas une liste de symptômes typiques pour l'ensemble des individus autistes. Au final, la communauté scientifique et médicale s'accorde tout de même pour définir ce qu'on appelle la dyade autistique. C'est un ensemble de symptômes qui appartiennent à 2 catégories qui seront systématiquement présents dans les personnes atteintes d'autisme. La première catégorie où on peut trouver des dysfonctionnements ou des symptômes, c'est dans la communication sociale et les interactions sociales, qui vont être du coup un petit peu perturbées dans une personne autiste, peu importe le degré, peu importe l'hétérogénéité des symptômes. La deuxième catégorie où on va avoir des troubles, c'est au niveau des comportements, activités ou intérêts qui vont être très restreints et parfois très répétitifs. Cependant, bien que l'autisme est considéré comme une pathologie neuropsychiatrique, en réalité, il y a beaucoup d'autres symptômes et des nombreuses comorbidités associées à cette pathologie, comme par exemple des troubles immunitaires, l'apparition d'épilepsie, des troubles gastro-intestinaux, en particulier des RGO, des troubles du sommeil, ou même encore des troubles biochimiques. On observera par exemple des dysfonctionnements mitochondriaux, donc les mitochondries qui produisent l'énergie ne fonctionnent pas très bien, et cela va déclencher un stress oxydatif chronique. L'article qu'on va développer aujourd'hui se focalise spécifiquement sur ces troubles biochimiques. Alors, ces comorbidités, comme on expliquait tout à l'heure, elles ne sont pas forcément systématiques. L'épilepsie, troubles du sommeil, troubles immunitaires dans l'ensemble des patients atteints d'autisme. Cependant, les troubles biochimiques apparaissent pour être quand même assez consistants et pourraient peut-être même être inclus dans cette dyade autistique. On reprend donc l'article étudié pour aujourd'hui. Cet article cherche à évaluer le potentiel thérapeutique de la vitamine B12 afin de soulager ces anomalies biochimiques, ce qu'on expliquait juste avant, observées dans l'autisme, et voir si cela pourrait avoir un impact sur les signes cliniques du patient, ça veut dire sur la dyade autistique, et sur les autres comorbidités associées si besoin. L'article fait une compilation ou une méta-analyse de résultats publiés dans 17 études réalisées dans le monde. Ces études sont développées ici dans ce tableau et vont donc de 2004 jusqu'à 2018. Dans ces études, on retrouve 4 études scientifiquement très solides car ce sont des doubles aveugles. Ça veut dire qu'on va avoir 2 groupes de patients, certains vont avoir le traitement, d'autres vont avoir un placebo et personne ne sait qui a quoi. Ça veut dire que le patient ne sait pas, mais aussi l'équipe scientifique, l'équipe médicale ne sait pas. Donc, il n'y a aucun biais possible sur l'administration du médicament. Il y a 4 études qui sont des études placebo simples, c'est-à-dire que l'équipe médicale sait si on injecte le traitement ou le placebo. Et dans ces 4 études placebo, on va faire des traitements de vitamine B12 par injection et par complément oral. On a aussi 7 études qui sont dites prospectives, ça veut dire qu'elles sont en cours sur du long terme et donc ne sont pas forcément encore terminées. On veut voir tout au long de la vie du patient comment ce traitement va pouvoir agir. Et il y a 6 études qui sont rétrospectives, ça veut dire que ce sont des cas patients retrouvés dans la littérature ou qui sont remontés par les milieux hospitaliers de patients qui ont pris de la vitamine B12 et conclure sur s'il y a eu amélioration ou non des symptômes. Il faut savoir que dans 83%
dans l'ensemble excuse-moi, il faut savoir que dans l'ensemble des études, on va chercher à trouver, à savoir si cette vitamine B12 est capable d'agir sur les anomalies biochimiques, et surtout, dans 83% des études, on utilise plus précisément de la méthylcobalamine ou de la méthyl B12 et pas juste de la cobalamine. Après, on va rentrer dans les détails biochimiques, mais c'est juste beaucoup plus efficace, beaucoup plus stable pour l'organisme. Et de manière générale, elle est plutôt utilisée sous forme injectée parce qu'on sait exactement la quantité qu'on met dans l'organisme. Si elle est en forme de complément oral, on ne sait pas la quantité absorbée. C'est beaucoup plus difficile de savoir si le patient a bien pris l'ensemble de la vitamine B12 ou non. On va donc chercher au cours de ces différentes études, de voir si ces astrocytes sont capables de résister au stress oxydatif, donc ce qu'on expliquait tout à l'heure, qui est assez important dans l'autisme. Et donc, pour pouvoir résister à ce stress oxydatif, on va venir mesurer une molécule qui s'appelle le glutathion. Et on va développer tout de suite ce qu'est le stress oxydatif et ce qu'est le glutathion. Alors, dans un premier temps, on se doit d'expliquer c'est quoi ce stress oxydatif. On en parle très souvent, on parle très souvent aussi du terme antioxydant, mais on ne sait pas vraiment à quoi ça correspond. Donc, il faut comprendre que notre organisme, il produit de l'énergie grâce au métabolisme et que pour produire de l'énergie, on utilise du dioxygène qui est présent dans l'air. C'est pour ça qu'on respire et que si on arrête de respirer, donc si on arrête d'apporter du dioxygène à notre corps, on ne peut plus produire d'énergie et on va mourir. Cependant, quand on utilise ce dioxygène, on produit des déchets toxiques qu'on appelle les espèces réactives de l'oxygène. Ce sont des molécules qui sont très instables et par exemple, on retrouve les ions hydroxyle ou les peroxydes d'oxygène, H2O2. Il y a plein d'autres molécules comme ça qui sont en fait des molécules qui sont tellement instables qu'ils vont avoir envie de se fixer sur d'autres molécules pour pouvoir se stabiliser. Et malheureusement, elles se fixent sur les lipides membranaires ou sur l'ADN pour pouvoir se stabiliser. Ça veut dire que quand ils se fixent sur les lipides membranaires, ça détruit les membranes cellulaires, donc les cellules vont mourir. Et quand elles se fixent sur l'ADN, ça va créer des mutations, donc ça facilite le développement de tumeurs ou de cancers. Et sinon, ça va stimuler la mort cellulaire. En fait, c'est le mécanisme de base qui permet de faire ce qu'on appelle le vieillissement cellulaire. Pourquoi nos tissus ou nos organes sont de moins en moins performants? Parce qu'au fur et à mesure de notre vie, on continue à faire du métabolisme, on accumule ces déchets toxiques et donc on va venir affecter les cellules. Les antioxydants, ce sont donc des molécules qui sont capables de prendre en charge ces déchets toxiques et éviter qu'ils fassent des dégâts au sein de la cellule. Ils sont donc indispensables pour lutter contre le vieillissement. Le stress oxydatif apparaît comme une des causes principales du développement de l'autisme. En effet, les astrocytes participent à la formation du système nerveux central, c'est ce qu'on expliquait, ils sont indispensables pour la nutrition, le fonctionnement et la connexion des neurones entre eux. Et donc, ils participent très activement au neurodéveloppement. Pendant la formation du cerveau, dans le développement embryonnaire, on va observer un très fort métabolisme, ça veut dire qu'ils vont utiliser beaucoup de dioxygène et donc ils vont accumuler beaucoup de déchets et vont être très sensibles au stress oxydatif. Les astrocytes ont donc besoin de résister à cette accumulation de déchets toxiques et donc ils vont avoir besoin d'une molécule qui est un antioxydant qu'on appelle le glutathion. Le glutathion, c'est une molécule qui est présente sous deux formes dans l'organisme. C'est un schéma qui va être un peu complexe, mais c'est vraiment juste pour vous expliquer. En fait, le glutathion, il est présent sous la forme GSH, donc qui possède des électrons et de l'hydrogène, ou une forme qui est sans électrons et sans hydrogène, qu'on appelle GS. Quand on récupère, par exemple, le peroxyde d'oxygène, donc le HOOH, le glutathion, il est capable de donner ses électrons et son hydrogène, ça veut dire le H, il est capable de le donner au peroxyde d'oxygène et former en conséquence deux molécules d'eau. Ça veut dire qu'on a complètement réussi à neutraliser la molécule en formant de l'eau et donc en fait, comme ça, sous forme d'eau, le peroxyde d'oxygène ou le HOH n'est plus capable de se fixer aux lipides membranaires, n'est plus capable de se fixer à l'ADN et donc il ne peut plus faire de dégâts cellulaires. C'est comme ça qu'on élimine ce qu'on appelle le stress oxydatif, donc les dégâts provoqués par les déchets de l'oxygène.
La synthèse du glutathion, elle se fait à partir de deux molécules qui sont la méthionine et la cystéine. Dans un schéma qui est présenté dans cet article, il a été mesuré que systématiquement, certains métabolites, donc ce qui est dans les carrés, ou même certaines enzymes, ce qui sont dans les ovales, sont très diminués pour les personnes qui sont atteintes d'autisme. Et c'est un résultat qui est quasi systématique pour l'ensemble des molécules qui sont présentées ici en rouge. En vert, ce qui est présenté dans le schéma, ce sont les traitements qui ont permis de montrer une amélioration totale, c'est-à-dire un rétablissement de la quantité de ces différentes molécules qui sont mises en rouge. Et donc, on améliore l'anomalie biochimique, c'est-à-dire qu'on restaure la quantité finale de glutathion et donc la capacité à prendre en charge ces déchets de l'oxygène. On voit dans les traitements différents, alors la leucovorine, le calcium, mais aussi la vitamine B12 qui arrive à agir directement, c'est un coenzyme de la méthionine synthase et qui va, grâce à cette activation de l'enzyme, rétablir le taux de glutathion. Alors, je remets un petit peu dans le contexte. Si on arrive à rétablir le taux de glutathion, ça fait que ces astrocytes arrivent finalement à éliminer ce stress oxydatif, ils arrivent à reprendre une fonction normale et à rétablir correctement les connexions entre les neurones, à donner une bonne nutrition à nos neurones et donc un meilleur fonctionnement général du cerveau. En jaune, on observe tout le temps l'acide folique. Alors, pourquoi on l'a mis en jaune et pas en vert? Parce qu'un traitement par l'acide folique, donc la vitamine B9, est un traitement qui est en cours d'étude, mais on n'a pas encore de résultats formels qui prouvent son efficacité. Les résultats qu'on observe dans les 17 études du traitement avec la vitamine B12, que ce soit en injection ou en complémentation orale, montrent qu'on a une augmentation du taux de synthèse de cystéine et de glutathion, et ça c'est très positif, mais aussi on a une diminution significative du stress oxydatif cellulaire. En plus des résultats biochimiques, on observe aussi des améliorations cliniques, surtout quand on est sur de la méthylcobalamin ou de la vitamine B12 injectée directement. Alors, on observe de l'amélioration dans les signes cliniques de la dyade autistique, ça veut dire la communication, la compétence personnelle et la réalisation de tâches de tous les jours, mais aussi l'imitation du comportement social. Ce qui est intéressant dans ces différentes études, c'est qu'on montre aussi des améliorations sur d'autres facteurs comme le sommeil, l'hyperactivité, les symptômes gastro-intestinaux, la vision, qui inclut une meilleure vue et la capacité à regarder quelqu'un fixement dans les yeux, l'amélioration d'anémie s'il y en a, et l'amélioration des énurésies nocturnes, ça veut dire les incontinences nocturnes. Dans une étude en particulier, différents effets secondaires ont été rapportés. Alors, on observe dans la population étudiée que dans 11,9% des cas, il y a une hyperactivité accrue plutôt que diminuée. Dans 3,4% des cas, une augmentation de l'irritabilité. Dans 7,6% des cas, des troubles du sommeil plutôt accentués que diminués. Et un comportement difficile dans 7,7% des cas. Attention, par contre, quand même, on va prendre des pincettes sur ce résultat, car ces résultats un petit peu négatifs ne diffèrent pas énormément de la population placebo. Ça veut dire que c'est tout simplement peut-être le contexte, le fait qu'on voit des médecins, qu'on est en cours d'une étude qui vont venir accentuer, créer un stress chez l'enfant ou la personne autistique et augmenter son irritabilité, son hyperactivité, etc. Un point quand même positif qui ressort, c'est que sur cette étude, tout de même, 78% des parents ont souhaité continuer, même après l'étude, à réaliser des injections de vitamine B12, car ils voyaient une nette amélioration chez leur enfant. Cet article conclut sur le fait que nous pouvons être certains que les injections de vitamine B12 améliorent les anomalies métaboliques et améliorent les symptômes cliniques. Cependant, on a encore besoin de confirmer ces résultats en utilisant une grande étude. La majorité des études, dans les 17 études composées, étudient entre 10 et 30 patients. Et donc, on aurait besoin d'une étude à plus grande échelle qui soit aussi contrôlée par placebo pour vraiment voir des différences significatives. Mais l'article reste conclu de manière très optimiste sur le fait que la vitamine B12 reste un traitement prometteur. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous retrouve bientôt pour l'analyse d'un prochain article scientifique.